Конечно, нам самим прежде всего надо, в общем, понимать и разобраться со своей историей. Это очень важно. Спасибо огромное, очень интересный доклад. Monsieur Guilton. Merci beaucoup, mais je vais appeler à la tribune M. Rémi Adam, s'il vous plaît, qui va nous parler d'un des aspects que j'ai évoqué dans mon introduction tout à l'heure, donc des soldats russes qui sont envoyés de rechef en Algérie. On peut dire que Rémi Adam, on lui doit tous un grand merci parce qu'il a été le premier à sa façon à travailler en France sur les archives des brigades et à en faire dans les années, fin des années 80, si je me souviens bien, c'est ça, sa thèse. Voilà. Monsieur Adam, nous vous écoutons avec grand intérêt. Alors je n'ai pas assez de temps pour remercier tous ceux qui devraient l'être et qui œuvrent à faire revivre la mémoire du corps expéditionnaire russe en France et à Salonique. Je me souviens toutefois avec une certaine émotion de l'académicien Artem Lietnev, avec lequel je fis, ici même, il y a presque 30 ans, mes premiers pas sur le chemin de la connaissance des textes alors disponibles en russe. Et c'est bien volontiers que j'ai répondu à l'aimable invitation de Maxime Tchiniakov dans le cadre de cette réunion. Mais avant d'évoquer le sujet de mon intervention, la déportation de 10 000 soldats russes en Algérie, de 1918 à 1920, je voudrais revenir en quelques mots sur les interventions que j'ai écoutées avec attention depuis hier. La plupart ont en effet insisté sur les éléments de continuité, d'abord moléculaires, familiales, mais aussi nationales, voire culturelles et historiques. Mon travail, à l'inverse, est de pointer et d'essayer d'expliquer les mécanismes mêmes de rupture de cette révolution qui bouleverse la Russie de fond en comble à partir de 1917, mais aussi les consciences individuelles. J'ai utilisé pour cela tout particulièrement les nombreuses lettres écrites par les soldats du corps expéditionnaire russe en France durant la guerre elle-même. Cette rupture est, je crois, triple pour la majorité de ces hommes. Tout d'abord avec l'Ancien Régime dans toutes ses dimensions. Sociale, comme le reflète l'opposition majeure et irréversible entre le corps des officiers et la quasi-totalité des soldats à partir du printemps 1917. Politique, avec tous ceux qui sont assimilés avec des défenseurs du tsarisme. Et par contre-coup, spirituel, puisque les aumôniers militaires furent à leur tour rejetés par la troupe pour avoir été les relais des officiers et du pouvoir. Rupture avec les autorités françaises ensuite, dénoncées au lendemain de l'écrasement de la mutinerie du corps expéditionnaire à la Courtine comme complices de l'Ancien Régime et de ses représentants. Rupture enfin intérieure, personnelle, car ces hommes qui reviendront pour beaucoup d'entre eux en Russie ne sont plus les mêmes. La guerre puis la révolution les a profondément transformés. Et en un sens, retrouver cette différence d'interprétation dans l'historiographie actuelle est dans la logique des choses. Alors pour emprunter le titre bien connu d'un tableau de Lissitsky, je m'en vais enfoncer un coin rouge dans le blanc. Alors la déportation des soldats russes en Algérie. Un tiers environ des anciens soldats du corps expéditionnaire russe en France furent déportés vers le territoire algérien. Dès lors, écrit Vladimir Bourtsev, ils furent constamment gardés, tels des rebelles, des êtres dangereux ou des criminels. Cette relégation était l'épilogue du combat mené par ces hommes pour obtenir leur rapatriement durant l'année 1917. D'abord sur le front, où étaient apparus des soviets, après l'annonce de la chute de l'autocratie, puis lors de la mutinerie du camp de la Courtine, qui s'était achevée par un assaut brutal, orchestré par la France, entre le 16 et le 20 novembre 1917. Plusieurs milliers d'autres, qui avaient combattu dans l'armée d'Orient, les y rejoignirent, contraints à leur tour, après la décomposition de leur unité, de choisir entre leur incorporation dans les unités combattantes d'une légion russe, les compagnies de travailleurs dits volontaires et la déportation en Afrique du Nord. Inlassablement, le pouvoir bolchevique protestera jusqu'en 1920 contre ces déportations et les pratiques de la France. Mais à ces 2 années de travaux forcés, de privation, d'isolement, de surveillance et de brimade, répondit une transformation prodigieuse des consciences. Cette déportation fut d'abord une arme de répression et de dissuasion. Clémenceau, le président du Conseil, avait vu dans cette relégation le principal moyen d'en finir avec la menace que représentait la présence en métropole de ces hommes qui avaient rejeté l'autorité de leurs officiers et défié la France.
Il escomptait qu'elle dissuaderait toute tentative d'organiser une riposte collective ou de reconstituer des comités. La majorité de ces irréductibles, anciens membres de la première brigade, avaient participé à la révolte de la Courtine. Ils furent cantonnés avant leur dispersion dans les camps d'Afreville, de Médéa, de Laguat et de Djelfa. Les autres provenaient des unités de la 3e brigade et furent transportés depuis le camp du Cournot vers celui du Kreider. La plupart avaient refusé en conscience de choisir entre la Légion et les compagnies de travail. Ils entendaient ainsi rester fidèles aux idéaux qui avaient jailli au cours de l'année 1917 et qu'ils avaient défendus, parfois les armes à la main. Une autre fraction des déportés furent désignés par l'encadrement, qui avait trouvé là l'occasion inespérée de se débarrasser, je cite, de ceux qu'il estimait être des fortes têtes, des meneurs animés d'un mauvais esprit ou douteux. La mise en place des compagnies de travail provoqua à l'automne 1917 une deuxième vague de déportation. Presque chaque jour arrivaient des demandes d'envoi de Russes vers l'Algérie en raison de leur mauvaise volonté ou de leur indiscipline persistante. Au cours des seuls mois de janvier et février 1918, 300 seront ainsi déportés pour refus de travail ou propagande pacifiste. 4500 travailleurs forcés, issus de la 2e division russe spéciale, dissoute à la fin janvier, s'ajoutèrent à eux. La majorité furent conduits sur Souk Arras et Tébessa, faisant passer le total de déportés à 9382 en février 1918. Il restera stable jusqu'en septembre 1919. Jugeant qu'il n'était plus possible, sans danger pour l'Afrique du Nord, d'augmenter sans limite le nombre de Russes envoyés sur ce territoire, les autorités s'efforcèrent, non sans mal, de mettre un terme à cette politique. La colonie ayant connu une insurrection en 1917 et des foyers d'insécurité demeurant actifs, l'archipel punitif de l'armée française était de facto menacé d'implosion. Il n'était pas question d'y créer des foyers de propagande révolutionnaire. Tous les moyens allaient donc être mis en œuvre pour isoler ces dangereux irréductibles. Alors comment étaient organisés ces contingents? Au commandement des troupes françaises d'Afrique du Nord, à la tête duquel se trouvait le général Nivelle, dont l'offensive avait entraîné une hécatombe parmi les troupes de la 1e et la 3e brigade en avril 1917, disposait de facto d'une totale autonomie administrative. Au total, 27 compagnies furent formées, subdivisées en multiples détachements, 62 dans la division d'Alger, pour 4500 déportés. La division de Constantine comptait 6 compagnies et une trentaine de détachements, dont l'effectif total s'éleva à près de 2900. Ce chiffre tomba à moins de 2200 en novembre 1918, avant de croître et d'atteindre un pic de 3250 en septembre 1919. 3 compagnies fonctionnèrent dans la division d'Oran. Leur effectif oscillèrent autour de 1850, puis s'élevèrent jusqu'à un maximum de 2638 en septembre 1918. Ces 26 détachements étaient eux aussi soumis à de fréquents déplacements. Le travail fut donc au cœur de la politique répressive. Les déportés évoquent souvent avec une ironie saisissante le fait de travailler, je cite, comme de véritables animaux. La discipline inhumaine, plus dure que l'acier trempé, la surveillance et l'enfermement dont ils sont victimes. L'un d'eux écrit « Le commandant aussi est un brave homme. S'il ne dépendait que de sa volonté, il y a longtemps qu'il nous aurait balayés avec une mitrailleuse. » Durant le premier hiver, les Russes furent parqués dans de vastes camps, avant d'être transférés vers les compagnies des 3 divisions algériennes et affectés à des travaux de coupe de bois, de défrichement et de terrassement. En juin 1918, 2477 travaillaient pour l'agriculture, 660 à la coupe de bois et 217 à des travaux d'hiver. Le reste, soit 5815, étaient répertoriés comme réfractaires au travail. Avec 1200 Russes, l'employeur le plus important était les chemins de fer. Venaient ensuite les sociétés minières, en situation de relative pénurie de main-d'œuvre. Près de 500 irréductibles furent ainsi dirigés vers Ouaga. Près de 250 furent également employés dans les divisions d'Oran, dans les ports d'Assiout, d'Oran, de Beaune et Philippines. Et à l'exception de quelques dizaines travaillant dans des industries, les autres furent utilisés chez des colons à des travaux agricoles éprouvants. C'est en prévention d'actes de sabotage, de refus collectif de travail, et pour mater des soldats, je cite, de plus en plus imprégnés de bolchevisme, que les autorités ouvrirent des sections disciplinaires et des camps d'internement.
En août 1918, 400 médecins russes étaient déjà emprisonnés au fort de Merselkebir. Leur transfert vers le camp du Kreider fut opéré les mois suivants. D'autres compagnies disciplinaires ou unités spéciales furent créées à Jeffa et Tolga pour isoler, je cite toujours, les meneurs susceptibles de susciter et d'organiser des actes collectifs d'insubordination. Un camp d'isolement, enfin, fut établi en février 1919 à Médéa. Les conditions de détention étaient si dures que plusieurs détenus incitent leurs camarades à se soumettre et à ne pas faire de résistance. Si vous tombez ici, écrit l'un d'eux, vous direz qu'il est préférable de mourir que de vivre. La Révolution se fraya pourtant un chemin par-dessus ces enceintes militaires. Je vais évoquer maintenant les déportés face à la question coloniale en Algérie. Dès le mois de février 1918, plusieurs tentatives faites par les Russes de s'adresser à la population arabe furent rapportées. Jusqu'à leur rapatriement, Nivelle ne cessa de redouter leur esprit de prosélytisme et le fait que, quelque rigoureuse que fût la surveillance, il lui était, je cite, matériellement impossible d'empêcher de tels contacts. Beaucoup de déportés, convaincus d'être les victimes d'une même oppression, expriment leur solidarité avec le peuple algérien. L'un d'eux note: le commandement est très bon et très sympathique. On ne nous laisse pas sortir du fort. En un mot, nous sommes de libres citoyens dans un libre pays. Un autre, maniant à son tour l'ironie, relève: Blida est une très jolie ville. Ses casernes sont immenses et la ville est entourée d'un grand mur avec meurtrières. Ces casernes et ce mur sont là pour garantir l'épanouissement de la culture française et le droit qu'ont les populations d'Algérie de disposer d'elles-mêmes. D'autres témoignages où le rapprochement est fait avec l'ancien régime sont sans détour. Je les cite. Le peuple d'ici vit sous le protectorat de la France républicaine, plus mal que nous ne vivions sous Nicolas II. Les Français les battent à coups de bâton et les font travailler comme des animaux. Nous haïssons les Français, et il y a de quoi. Il n'y a pas que nous d'ailleurs. Les Arabes sont aussi mal payés par eux. Ils les punissent très sévèrement, comme sous notre ancien régime. Mais cela ne durera pas longtemps. Le jour de la chute du joug n'est pas loin. Les Arabes s'agitent et refusent du pain aux oppresseurs. C'est très triste et très pénible, écrit un troisième, de voir comment on traite maintenant en Afrique les soldats russes. Et c'est encore plus pénible de voir comment on traite les civils, les Arabes. Chaque rouage de la mécanique de domination coloniale est démonté. Et je cite une nouvelle fois. Les Français n'ont que mépris pour les Arabes. Vous êtes en relation avec un Arabe, vous disent d'un air de reproche les Français que vous rencontrez. Les Français considèrent les femmes arabes, la mauresque, comme quelque chose de sale et de nul. Ils n'ont pour les Israélites non plus aucune pitié. Juif est le synonyme d'un homme auquel on ne peut pas avoir confiance. Quant aux Espagnols, on vous prévient de vous méfier d'eux par ces mots. Vous savez, il est espagnol. Et cela avec un certain dégoût. Et pourquoi en est-il ainsi? Mais c'est toujours pour le droit des populations à disposer d'elles-mêmes. C'est toujours l'éternel principe des impérialistes, divide et impera. C'est ce qui se passait chez nous sous le règne du tsar. Pour détourner l'attention des populations sur les véritables causes du mal, il est indispensable de les pousser les unes contre les autres. Comment, demande-t-il, la France peut-elle prétendre défendre la liberté et les droits des peuples au rétablissement de l'ordre et d'un gouvernement démocratique en Russie, alors qu'elle les bafoue si outrageusement dans ses colonies? Un déporté souligne, et je le cite, « À mon point de vue, la France et l'Angleterre sont désignés comme des pays libres, mais ils ne peuvent être les libérateurs de la Russie, car les Français tiennent l'Afrique dans le servage, de même l'Angleterre est le pays des capitalistes, tandis que la Russie marche contre le capital pour le faire disparaître complètement. » La déportation et l'observation de l'Algérie coloniale, loin donc de ramener les Russes à l'obéissance, avait ainsi définitivement tranché les questions soulevées au cours de l'année 1917 et affermi les convictions de l'immense majorité. De nombreux déportés considèrent plus généralement que leur sort est lié au bras de fer opposant la Révolution à ses adversaires. Un ennemi commun, les bourgeois, dignes de l'ancien régime qui les maltraite, je cite. « Si nous souffrons ici à cause des bourgeois russes, vous nous vengez là-bas en tuant, mais il en restera bien quelques-uns et ce seront nos victimes. » L'interdiction des comités a aussi causé de profondes blessures et rendu très ardue l'organisation d'actions collectives.
Deux déportés témoignent. On nous a enlevé tous nos droits russes et nos comités. Nous avons donc déclaré préférer être considérés comme prisonniers de guerre plutôt que de travailler sans soviet. Ils disposent de notre sort, écrit un autre, et font tout ce qu'ils veulent. Nous avons lutté tant que nous avons pu, et le gouvernement de ce pays nous a enlevé nos soviets et notre liberté à nous, fils de la Russie. Mais à chaque instant, ces hommes réaffirment leur confiance dans le nouveau pouvoir et leur volonté de ne pas se soumettre. L'évolution de la situation en Russie provoque de vives tensions et de multiples luttes, souvent moléculaires et très vite étouffées, rythmées par des refus de travail pour exiger un rapatriement tant attendu. La victoire des bolcheviks a signifié un fort espoir de paix chez eux, renforcé par l'annonce de la signature du traité de Brest-Litovsk. Loin d'y voir la trahison dénoncée par la France et leurs officiers, la correspondance de ces hommes reflète l'enthousiasme soulevé par cet événement. Les déportés sont alors convaincus que rien ne pourra dorénavant les obliger à demeurer dans cet exil forcé. Le temps est venu de rentrer pour, écrit l'un d'eux, bénéficier des libertés nouvelles. Je cite. La paix a été signée par la Russie. Nous sommes heureux. Fini l'horrible boucherie commencée par Nicolas et sa suite pour pouvoir se baigner dans le sang. Maintenant, il ne faut plus de guerre. Tout le monde doit vivre en paix. Le genre humain n'a pas besoin de s'entretuer. Plus de guerre. Un autre. La Russie a conclu la paix sans annexion ni contribution sur la libre disposition d'elle-même, de la Courlande, de la Lituanie et autres. La paix est signée par les bolcheviks. Il y a bien eu une petite effusion de sang, mais maintenant tout est tranquille. Vive les bolcheviks, la baïonnette dans la panse de Kalénine. L'armistice du 11 novembre 1918 suscitera de la même manière espérance et colère. Alors, quant à la guerre civile, les appels incessants de l'ancien commandement pour prendre part à la répression de l'émeute bolchéviste, comme je le disais, relayés par sa presse et les autorités françaises, restèrent vains. Pour la majorité, la révolution d'octobre a ouvert une ère nouvelle. Face aux armées blanches, ils soutiennent avec enthousiasme l'émergence d'une Russie transformée. Je cite. Si cependant nous mourons, nous savons pourquoi. Je péris pour la liberté, l'égalité, la fraternité pour lesquelles le peuple a souffert 300 ans. Après avoir supporté tout, avoir été bafoué, il a rompu ses chaînes. Nous aussi, ici, nous jetterons le joug maudit et arborerons le nouveau drapeau rouge du travail de la grande, libre et puissante Russie. Un autre. Le régime de Nicolas est revenu pour nous. Mais quelle que soit notre vie, nous resterons fermes dans nos opinions. Notre sort est entre les mains de la Russie. Le plus grand nombre périra, mais cela ne nous épouvante nullement. Nous savons ce que nous faisons. Nous voulons de toutes nos forces faire triompher les idées qui ont prévalu dans notre chère patrie. À l'instar de ce soldat qui refuse de saluer les officiers, je cite, parce qu'en Russie cela n'existe pas, la révolution et la confiance dans les bolcheviks continuent de guider les actes et les consciences. Et je termine avec 3 citations. Je vous conseille de soutenir les bolcheviks, c'est-à-dire Lénine, de toutes vos forces si vous ne le faites pas. Vous périrez. La vie est dure en Russie, mais ce n'est qu'au point de vue matériel. Par contre, vous êtes libre de vos actes. Vous n'êtes plus sous le joug de l'arbitraire. Notre pays est entré dans la voie voulue par le peuple et qui donnera le bonheur à tout le peuple russe et peut-être à tout le monde. Je suis arrivé ici de ma propre volonté, écrit un 3e. Je savais ce qui nous attendait. Nous sommes venus ici pour l'idée générale pour laquelle a lutté celui qui dirige la Russie maintenant. Nous en appelle donc à la victoire de l'armée rouge. Il faut que les soldats empêchent la bourgeoisie de reprendre le pouvoir, résume l'un d'eux. Nous brûlons du désir de retourner dans notre patrie pour y combattre, jusqu'à la dernière goutte de notre sang, la tyrannie et l'oppression, proclame un autre. Octobre 1917 les porte donc de tout son souffle. Quelles que soient les exactions, écrit un soldat, les tortures auxquelles ils nous soumettent, ils ne nous verront pas tels qu'ils le veulent. Nous serons fermes jusqu'au bout et nous défendrons jusqu'à la mort les idées de notre libre patrie. Vive la liberté universelle des peuples, vive la paix générale et démocratique pour tous les peuples. Alors devant la fermeté du pouvoir bolchevique, dont les armées étaient en train de vaincre les généraux blancs, soutenus par les puissances occidentales, les autorités françaises durent se résoudre à négocier. Les premiers entretiens sur un règlement définitif se firent à Copenhague en mars 1920 et un accord fut trouvé en avril de cette même année. Dans ce cadre, le commandement entreprit une enquête discrète pour connaître le territoire vers lequel les déportés désiraient être dirigés. Sur 3733
présents à cette date en Algérie, 3607 exigèrent d'être conduits en Russie bolchéviste. Les derniers convois furent formés à la fin de l'été 1920. Un peu plus de 5000 émigrés, militaires et civils, croiseront leur route en sens inverse. Recueillis après la débâcle de l'armée de Wrangel, ils constitueront à leur tour une étonnante colonie à Bizerte, un morceau de Russie sous les palmiers. Alors l'histoire tragique, mais ô combien singulière de ces irréductibles, est restée jusqu'à ce jour largement ignorée des historiens de la Première Guerre mondiale. Son déroulement, dans des conditions d'isolement, de surveillance et de vie particulièrement rudes, comme sa dynamique profonde, qui trouvait sa force dans les contradictions mêmes de la société et de l'armée russe en 1917, éclaire pourtant d'un jour nouveau l'effondrement de l'autocratie et la formidable espérance soulevée par la révolution de février puis d'octobre. L'impuissance des autorités françaises, comme des représentants de la Russie blanche, à reprendre en main ces contingents, en est une autre expression. Ni la propagande anti-bolchévique, ni la répression ne pouvaient venir à bout de la résistance et de la détermination de ces 10 000 hommes, animés d'une conscience nouvelle, gonflés comme une voile par les vents de l'histoire. Merci.